monde fini, un monde figé. En 1917, deux révolutions éclatent en Russie et conduisent à la chute du tsarisme, puis à l'instauration du régime soviétique. La situation débouche sur une guerre civile opposant l'armée blanche, souhaitant le rétablissement de la monarchie ou d'une république, et les bolcheviks, prônant la vision d'une Russie communiste. Elle s'achève en 1922 par la victoire des bolcheviks et par la reconstruction sous l'égide de l'URSS de la majorité des territoires de l'ex-empire. Les anciennes élites, le clergé, la noblesse, la bourgeoisie et certains intellectuels sont contraints à l'exil. En quelques mois, leurs vies sont bouleversées, leurs habitudes effacées et leur monde déconstruit. Certains décident de fuir en France dans l'espoir de sauver leur tradition. À travers ce reportage, nous allons vous raconter l'histoire de cette Russie immigrée, majoritairement méconnue, parfois oubliée, et pourtant très différente culturellement de ce qu'est la Russie actuelle. L'immigration. À la prise de pouvoir des bolcheviks, l'intégrité des anciennes élites tsaristes est compromise. Ils sont particulièrement surveillés et discriminés. Un tel traitement les a poussés à fuir pour immigrer dans les quatre coins du monde, et notamment en France. Dès 1930, on comptait dans l'Hexagone une cinquantaine de communautés russes, groupées en partie autour de sites industriels, sans compter Paris, où vivait une bonne partie de l'intelligentsia russe exilée. Au total, plus de 100 000 Russes résidaient alors en France. La nouvelle vie. De nombreuses associations sont apparues en France. Œuvres de bienfaisance, bibliothèques, anciens combattants ou autres organisations de jeunesse se multiplièrent. La nostalgie de la patrie perdue a contribué à développer un sentiment communautaire et d'entraide. Dimitri Mizourkine, président de l'association des guides touristiques russes en France, nous a raconté la vie d'immigrés tout juste arrivés. La plupart, c'était les gens aisés, mais il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de moyens du tout. Par conséquent, certaines personnes ont dû faire carrément le travail manuel. Les gens éduqués trouvaient leur place dans l'usine de Renault ou de Citroën. Il y avait vraiment les cas, je dirais même grotesques. Les Russes organisaient une sorte d'agence de voyage pour les Américains. Ils amenaient par exemple au cœur de Paris, à côté de Beaubourg actuel. C'était les fins-fonds de société française. Et eux, ils faisaient une sorte de théâtre de la rue. Ils disaient oui, on va aller voir les voyous, je sais pas quoi. Donc les autres, je sais pas, c'était les Français qui étaient un peu dans le coup, qui surjouaient comme si c'était les véritables fins-fonds. Donc ça marchait assez bien. Aussi, les femmes travaillaient beaucoup dans tout ce qui est couture. Pas mal de belles filles russes faisaient les carrières dans le luxe de l'époque en tant que mannequin ou en tant que vendeuse dans les grands magasins. Pour conserver la culture, il y a plusieurs choses. Il y avait énormément de restaurants russes à l'époque. En plus, il y avait pas mal d'écoles qui étaient organisées autour des églises où la communauté enseignait pour les enfants la langue. Plus, c'était une sorte de soirée thématique, littéraire ou poétique, qui était organisée d'une façon régulière. Les gens étaient intégrés dans les tissus économiques et sociaux de la France. Mais en même temps, ils ont vécu leur foi chrétienne orthodoxe et aussi leur langue, la culture russe. Étant éloignés de métropole, ils ont figé les mots, les expressions, et leur langue était différente de la langue qui s'est développée à l'intérieur de l'Union soviétique. Il y avait certaines idées de Sainte Russie qui existaient dans leur tête. Et même si on regardait à la distance ce qui s'est passé ailleurs, c'était leur vision lointaine. Il n'y avait pas d'expérience sensorielle, émotionnelle liée à ça. C'était plutôt une histoire de rêve. Et parfois, donc, quand certains revenaient, il y avait un conflit entre ce qu'ils attendaient voir et la réalité, qui était ni mauvaise ni bonne, mais était autre. Suite à l'arrivée d'immigrés, de nombreux restaurants ont vu le jour en France. Parmi eux, l'emblématique Petrograd. Nous avons interviewé son ancien propriétaire, Boris Vernov, qui nous a parlé de l'histoire de ce restaurant et de ses clients. En 1924, quand le nombre d'immigrés russes est devenu très important, des restaurants russes ont commencé à ouvrir.
Petrograd était parmi les premiers, car il était situé en face de l'église russe orthodoxe. Au début, ce n'était pas un restaurant, mais un bar. En face, il y avait un cabaret qui était relié par une cuisine commune au sous-sol, sous la route. Et tout ce complexe, avec le bar et le cabaret, s'appelait Petrograd. Il y avait un parking de taxis russes à côté. Ces chauffeurs de taxi étaient principalement des anciens officiers russes. Ils allaient au bar pour boire un shot de vodka, puis ils reprenaient leur travail. Le soir, les immigrés les plus aisés allaient souvent au cabaret qui était apparemment fondé par des grands princes russes. Mais malheureusement, les documents qui pouvaient le prouver ne sont pas encore arrivés jusqu'à nos jours. Les immigrés de la première vague étaient en grande partie une génération perdue. C'étaient des gens qui n'ont pas pu s'adapter à cette nouvelle vie en France et qui ont tout perdu en Russie. Ils vivaient principalement dans des lieux de regroupement russes, comme par exemple ce quartier autour du parc Monceau. Et ces immigrés de la première vague, qui ne se sont pas assimilés, allaient à l'église, puis buvaient de la vodka au Petrograd. C'était un centre d'attraction pour ces Russes qui ne trouvaient plus de sens à leur vie. Ils travaillaient dans les usines de Renault, ils étaient chauffeurs de taxi, mais c'était une génération perdue, à l'exception de certains qui ont réussi à s'intégrer. Au début des années 90, je connaissais des immigrés. C'étaient des vieillards qui avaient tous l'Alzheimer. Ils ne se souvenaient plus de ce qui se passait il y a 15 minutes, mais ils se souvenaient parfaitement de leur vie à Saint-Pétersbourg en 1905 ou en 1907. Pour eux, le temps s'est arrêté à cette époque. L'un des points les plus importants pour les immigrés russes était la religion orthodoxe. Sur ses fondements religieux et traditionnels, s'est fondée l'une des organisations les plus répandues, l'association des Vitiaz. Nous avons donc eu la chance d'interviewer Oleg Koptsev, qui nous a raconté l'histoire et le fonctionnement de cette organisation. L'organisation des Vitiaz, c'est une organisation de jeunesse qui a été modelée sur le modèle des scouts, essentiellement du mouvement scoutiste, et qui est apparue dans les premières années de l'exil de 3 millions de Russes. Il s'agit d'une des organisations qui a permis à des enfants et des adolescents originaires de l'ancien empire russe de maintenir des traditions familiales, des traditions nationales, ethniques et religieuses, en supplément à des organisations comme les écoles paroissiales des églises orthodoxes. Les organisations de jeunesse offrait une éducation dans un cadre de loisirs, par le jeu, par les chansons, par l'organisation de concerts folkloriques, ou l'apprentissage de la musique classique, ou l'apprentissage de la littérature et de l'histoire, oui, mais dans des formes beaucoup plus ludiques, et notamment en organisant des camps de jeunesse. Un peuple exilé, avec toute l'histoire et la culture d'un pays dans leur bagage, c'est ce qui est arrivé aux Russes du début du XXe siècle. Un monde comptant plus de 3 millions d'individus qui ont dû fuir leur patrie quand l'armée blanche a perdu la guerre civile. Malgré cela, les Russes ont su garder leur culture en la perpétuant dans leur communauté exilée. C'est leur monde, fini et figé. Он в дело белое прольется, и слезы горькие прольется. Такая жизнь прождет меня, и слезы горькие прольется. Такая жизнь прождет меня.